Merci d'avoir choisi la 7 pour vous informer. Au sommaire de cette édition, l'ancien Premier ministre Agbeyome Messon, devenu opposant politique, est décédé en exil cette semaine, 2 mois après la mort de son mentor, Monseigneur Philippe Fanoko-Modro. Ces 2 décès remettent sur le tapis la nécessité d'une loi d'amnistie pour faciliter la réconciliation. Après la série de meurtres perpétrés dans les villes de Soutouboua et de Blita ces derniers mois, la police a arrêté le présumé coupable qui a avoué être l'auteur de 4 des 8 meurtres signalés dans ces localités. On y revient. Au-delà de nos frontières, le Rwanda conteste l'idée d'un soutien de l'Union africaine à la mission de la SADC en République démocratique du Congo, affirmant que cela risquerait d'aggraver le conflit dans la région. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a à cet effet adressé une lettre au président de la Commission de l'Union africaine. D'autres précisions dans ce journal. Et puis bien qu'elle ait été interdite en 2015 en Gambie, la pratique de l'excision est de nouveau au centre des débats avec le dépôt d'un projet de loi par le parlementaire indépendant Almame Giba visant à dépénaliser cette pratique. Ancien Premier ministre devenu opposant, Agbeyome Messon est décédé en exil en début de semaine. Cette disparition intervient 2 mois jour pour jour après celle de son mentor, Monseigneur Philippe Fanoko-Modro, qu'il avait soutenu lors de la présidentielle de 2020. Ces 2 décès remettent sur le tapis la nécessité d'une loi d'amnistie pour faciliter la réconciliation. Opposant togolais et ancien candidat à la présidentielle de 2020, Gabriel Messan Agbeyome Kodjo est décédé en début de semaine à Accra au Ghana des suites d'un malaise. Il vivait en exil après avoir contesté le résultat de l'élection présidentielle de février 2020 qu'il estimait avoir remporté. C'est donc en exil qu'il meurt 2 mois après son mentor Philippe Fanoko-Modro. Ces 2 disparitions commencent par relancer le débat sur la question des exilés. En effet, ils sont plusieurs Togolais à vivre loin de la terre qui les a vus naître pour leur opinion politique. C'est le cas de Kofi Kunte, de Tikpi Salifou Achadam, de François Akile Soboko, de Olivier Ama, entre autres, qui continuent toujours de vivre l'expérience de l'exil. Face au danger que courent toutes ces personnes à l'étranger, n'est-il pas important que le pouvoir togolais adopte une loi d'amnistie pour leur permettre de rentrer au pays? Cette amnistie, à la veille des prochaines élections législatives et régionales, serait une mesure de nature à apaiser les multiples tensions politiques que vit actuellement le pays. Autrement dit, cette loi d'amnistie et aussi la libération des détenus d'opinion permettront de décrisper et même assainir le climat politique à la veille de ces élections. Les Togolais se préparent à se rendre aux urnes pour les élections régionales et législatives. Dans un communiqué rendu public, les évêques du Togo ont formulé le vœu de voir ces élections se dérouler dans les meilleures conditions. Plus de précisions dans ce qui suit. L'Église catholique, depuis l'époque coloniale, faisait partie des piliers du système politique et social dans plusieurs pays africains, dont le Togo. Elle se mue en acteur politique afin de préserver la démocratie et de veiller à ce que l'espace politique soit apaisé et que le jeu soit respecté par toutes les parties prenantes. En effet, par rapport aux prochaines élections législatives et régionales qui auront lieu le 20 avril, la conférence des évêques du Togo a formulé un vœu de voir ces élections se dérouler dans les meilleures conditions. Les évêques demandent la transparence dans l'organisation, le déroulement et la proclamation des résultats issus des urnes. Concernant la campagne électorale, la CET exhorte au respect de l'adversaire politique dans les prises de parole et à la création des conditions de libre circulation de tous les candidats. Pour rappel, les évêques ont aussi plaidé en faveur de la libération des prisonniers politiques des élections antérieures. Après les multiples meurtres enregistrés dans les villes de Soutouboua et de Blita depuis quelques mois, la police a réussi à mettre la main sur le présumé coupable avec l'aide de la population. Ce dernier a affirmé être l'auteur de 4 des 8 meurtres enregistrés dans les localités précitées. D'autres précisions dans cet élément.
Depuis quelques mois, les villes Sotouboua et Blita font face à une série de meurtres mystérieux, plongeant les habitants de ces localités dans une inquiétude. Après les investigations de la police, le nommé Kenou Agbenyigan, âgé de 35 ans, repris de justice, est reconnu présumé auteur des multiples meurtres récemment commis dans les dites localités. Selon le communiqué de la police nationale du 6 mars 2024, c'est la population du village de Bodjonde qui a surpris M. Agbenyigan le 21 février 2024 en possession de plusieurs armes blanches. Conduit au commissariat de Tchébébé, puis à celui de Sotouboua, l'intéressé a reconnu être l'auteur de 4 des 8 meurtres enregistrés dans les localités, notamment un à Blita, un à Tchébébé et 2 autres à Sotouboua lors de son interrogation. Selon la police, Kenou Agbenyigan serait l'auteur des autres homicides enregistrés entre le 17 décembre 2023 et le 17 février 2024 dans les préfectures de Sotouboua et de Blita. Sa cible était principalement les femmes sexagénaires. Questionné sur les motifs des crimes commis, Kenou Agbenyigan n'a donné aucune raison tenante selon la police. Il sera donc présenté à monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Sotouboua pour répondre de ses actes. Les enquêtes se poursuivent pour plus d'amples précisions sur ces meurtres. La construction de barrages sur les fleuves et rivières suscite des préoccupations parmi les riverains car elle est associée à une hausse du taux de prévalence du paludisme. Ces infrastructures semblent favoriser la reproduction de l'anophèle femelle, les vecteurs responsables de la propagation du paludisme en Afrique subsaharienne. 198 millions de personnes, c'est le nombre indiqué par l'Organisation mondiale de la santé OMS qui souffrent actuellement de paludisme en Afrique subsaharienne. À en croire l'organisation, la situation pourrait se révéler pire dans les prochains jours. Selon l'OMS, la construction de barrages pourrait aggraver le bilan des personnes vivant avec le paludisme. Au cours des 10 dernières années, des milliers de barrages ont été construits sur les rivières et les fleuves. Ces barrages avaient pour objectif de drainer l'eau vers les cultures, de rendre plus performants les systèmes d'électricité ou encore de pourvoir les populations en eau potable. Selon l'OMS, ces installations ont eu des conséquences non escomptées sur les populations locales, ce que souligne d'ailleurs une étude publiée dans le Malaria Journal. Selon l'étude, le paludisme et son taux de prévalence est en augmentation dans un périmètre de 9 km autour de ces barrages. Une autre étude confirme que la population des moustiques augmente autour de ces barrages. Selon l'OMS, 56 000 cas de paludisme risquent de s'ajouter aux existants juste à la fin des travaux de construction des barrages actuellement en cours en Afrique subsaharienne. Au-delà de nos frontières, en Gambie, la question de la mutilation génitale féminine est à nouveau au cœur des débats. Un parlementaire indépendant a récemment déposé un projet de loi visant à dépénaliser l'excision. Cette pratique avait été proscrite dans le pays, majoritairement musulman, en 2015. La mutilation génitale féminine pourrait effectuer son grand retour en Gambie. Lundi, un parlementaire indépendant a déposé au Parlement gambien un projet de loi visant à lever l'interdiction de l'excision. La pratique avait été proscrite dans ce pays majoritairement musulman en 2015, à l'époque où Yahya Jammeh était encore président. Le parlementaire Almameh Jiba a introduit la proposition de loi en première lecture. L'examen a été renvoyé à une seconde lecture prévue le 18 mars prochain. L'homme indique que l'excision n'est pas une nécessité en islam, mais d'influents religieux musulmans font pression pour la levée de l'interdiction, tandis que les militants des droits des femmes promettent de faire campagne pour son maintien. Le règne autoritaire de 22 ans du président Jammeh a pris fin en 2016. Plus des 3/4 des femmes gambiennes âgées de 15 à 49 ans ont déjà subi des mutilations génitales, selon l'ONU.
Le Rwanda appelle l'Union africaine à ne pas soutenir la mission de la SADC dans l'Est. Dans une lettre adressée par le ministre rwandais des Affaires étrangères au président de la Commission de l'Union africaine, le Rwanda s'est officiellement opposé en soutien de l'Union africaine à la mission de paix de la Communauté de développement de l'Afrique australe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Selon le Rwanda, cette mission ne fera qu'exacerber le conflit. Plus de précisions dans ce reportage. Le Rwanda s'oppose à un éventuel soutien de l'Union africaine aux troupes des pays d'Afrique australe déployées pour combattre les groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lundi, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a déclaré dans une lettre adressée au président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, que le Rwanda avait appris avec grande inquiétude qu'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union était en vue. La réunion viserait à approuver, mais également de soutenir le déploiement de la mission de la Communauté de développement d'Afrique australe dans l'Est de la RDC. Une région contrôlée par les rebelles du M23, qui, selon Kinshasa, serait soutenue par Kigali. Faux, selon le Rwanda, qui estime que le déploiement d'une force de la SADC pourrait exacerber le conflit. Les 16 membres de la SADC ont déjà approuvé la mission dans l'Est de la RDC en mai dernier. Et puis en Afrique du Sud, alors que les élections nationales et provinciales approchent en mai, l'économie sud-africaine affiche une croissance marginale au dernier trimestre de 2023. La stagnation de la croissance économique et les niveaux élevés de chômage figurent en tête de liste des préoccupations des électeurs et les détails. L'économie sud-africaine a enregistré une croissance marginale de 0,1% au cours du dernier trimestre de 2023. À quelques mois des élections nationales et provinciales qui auront lieu en mai, l'économie du pays évolue en dents de scie. Ces données signifiant qu'elle a évité de justesse une récession technique après une contraction de 0,2% au troisième trimestre. Pour l'ensemble de l'année 2023, la croissance s'est établie à 0,6% conformément aux prévisions du Trésor national. La stagnation de la croissance économique et les niveaux élevés de chômage figurent en tête de liste des préoccupations des électeurs. Une présentation de Statistics South Africa a montré que 6 industries ont apporté une contribution positive au quatrième trimestre, les transports, l'exploitation minière et la finance ayant propulsé la croissance, 4 ont eu une contribution négative. L'inefficacité de la compagnie nationale d'électricité Eskom et de l'opérateur portuaire et ferroviaire Transnet continue d'étouffer la croissance, tandis qu'une crise du coût de la vie a comprimé les dépenses de consommation. Et puis la Somalie est désormais membre à part entière de la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Elle vient de déposer son instrument de ratification ce lundi auprès du secrétaire général de l'EAC, un acte qui complète le processus d'adhésion entamé en novembre dernier. La Somalie est désormais membre à part entière de la communauté d'Afrique de l'Est. Le ministre somalien du Commerce et de l'Industrie, Djibril Abdirachid Hadji, a présenté le document de ratification du traité d'adhésion au secrétaire général de l'organisation lundi à Arusha, en Tanzanie. Acte qui complète le processus d'admission. Le docteur Peter Matuki a invité la Somalie à contribuer à l'élaboration d'une feuille de route pour son intégration dans la CAE. La Somalie possède le plus long littoral d'Afrique, de plus de 3000 km reliant le continent à la péninsule arabique. Il devient le 8e membre de la CAE, après la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. La Somalie, comme l'exige le traité, est tenue de désigner un ministère pour coordonner les questions de la communauté d'Afrique de l'Est. C'est donc avec cette actualité que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la site.